Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Un nouveau drame de la piraterie aérienne est en train de se jouer en ce moment même dans le ciel des États-Unis. 3 hommes de race noire sont maîtres à bord d'un DC-9 des lignes intérieures américaines, un appareil de ce type, depuis bientôt 20 heures. Et comme les autorités ont refusé de céder à leurs exigences, les pirates de l'air menacent tout simplement de déclencher une opération suicide qui pourrait provoquer une véritable catastrophe. Ils sont prêts, ont-ils dit, à faire s'écraser l'appareil avec son équipage et ses 23 passagers sur une centrale atomique du Tennessee. Le DC-9 était parti de Birmingham en Alabama. Il a fait diverses escales à Détroit, Cleveland et Toronto au Canada pour se ravitailler en carburant, avant de venir tourner finalement au-dessus de l'aéroport de Knoxville, près de la centrale nucléaire. Les pirates menacent donc de plonger sur cette usine s'ils n'obtiennent pas des parachutes et 10 millions de dollars, la plus forte rançon jamais réclamée dans un détournement d'avion. Il se peut que nous connaissions avant la fin de ce journal le dénouement de ce nouvel acte de piraterie aérienne et naturellement, nous vous le donnerions tout de suite. Températures fraîches, bourrasques et averses, nous revenons en France. Les Français, pour la plupart, ont eu aujourd'hui un temps de saison pour célébrer l'armistice de 1918. Comme chaque année, des cérémonies se sont déroulées en province et à Paris. À 11 heures ce matin, à l'heure même où le clairon avait sonné le cessez-le-feu, le président Pompidou allait se recueillir devant la tombe du soldat inconnu. Sur la plus belle avenue du monde, c'est escorté par les motards de la préfecture de police, vareuse bleue, gants blancs, et formant leur quadrilatère de façon impeccable, que le chef de l'État venant de l'Élysée et accompagné du Premier ministre arrivait à 11 heures à l'Étoile, place Charles de Gaulle. Ayant passé en revue les troupes des 3 armes stationnées autour de l'Arc de Triomphe, tandis que les musiques jouaient au chant, le président se dirigea entre un piquet de 30 cavaliers à pied disposés en une double haie de part et d'autre de l'allée centrale, vers la dalle sacrée autour de laquelle nombreux étaient les drapeaux français et alliés. M. Pompidou déposait sur la tombe de l'inconnu une couronne de glaïeul de tons rouges et jaunes. Après la sonnerie aux morts, et après s'être recueillis à l'heure exacte où il y a 54 ans, les cloches des églises de France déferlaient de toute leur joie sur leur pays vainqueur, M. Pompidou alla saluer les représentants des associations d'anciens combattants et des hautes personnalités. Vous verrez les maréchals Leclerc et Delattre, les procureurs généraux Crépet et Toupet, M. Etier de Bois-Lambert, M. Roche, Palevski, les présidents des 2 assemblées, les membres du gouvernement, puis les ambassadeurs, dont le doyen est comme d'usage le nonce apostolique, et le vice-doyen, M. Huang Shen, ambassadeur de Chine. Parmi les diplomates présents, tous ceux des pays qui, en 14-18, furent aux côtés de la France. Remontant en voiture avec M. Mesmer, le président Pompidou devait ensuite descendre les Champs-Élysées vers la statue de Georges Clemenceau, le père de la victoire, l'homme qui, le 8 mars 1918, avait crié à la Chambre des députés « Ma formule est la même dans tous les domaines, je fais la guerre ». Près de la statue de Georges Clemenceau, et parmi les personnes présentes, il y a son petit-fils qui, le 11 novembre 1918, avait sauté le mur, comme l'on dit de son école, et séché ses cours pour être aux côtés de son grand-père vainqueur. Les présidents Peretti et Poher, celui-ci très proche de la famille de Clemenceau, étaient là également. L'après-midi, M. Bord, ministre des Anciens Combattants, se rendit à Sarcelles-Ville-Nouvelle pour attirer tout spécialement l'attention sur la transmission du flambeau aux jeunes. Il faut en effet que les Français prennent conscience, et le monde combattant surtout, que dans quelques années, les élites responsables ne compteront pratiquement plus dans leur rang de témoins directs des conflits que le pays a traversés, et il ne faut pas que se tarisse la source privilégiée de civisme que constitue ce monde combattant. Puis, tandis que dans la France entière continuaient les cérémonies du souvenir, M. Bord se rendit à Montmorency pour partager le repas des veuves et ascendants de guerre
qu'héberge le foyer du ministère des anciens combattants. Là, il visita les salles, dit bonjour à tout le monde, souhaita une bonne journée. Ainsi, de maintes manières différentes, la France a montré qu'elle se souvient du 11 novembre 1918. J'ajoute à ce commentaire de Léon Zitrone que quelques incidents sans gravité ont troublé les cérémonies du souvenir en province, notamment à Toulouse, Lille, Caen et Chambéry, où se sont signalés des manifestants antimilitaristes. Le 11 novembre 1918, dans le wagon historique de Rotonde, en forêt de Compiègne, ils étaient 17. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul témoin vivant de la signature de l'armistice, et Jean-Pierre Ferret l'a retrouvé à Valenciennes. Voici, arrivant chez lui à Valenciennes, Henri Delédic, 75 ans. Il est le dernier témoin encore vivant de la signature de l'armistice. Pendant près de 18 mois, il fut attaché au secrétariat du maréchal Foch. C'est dire qu'il était presque un intime du maréchal, un homme très calme, dit-il. Je l'ai vu juste une fois, dans des circonstances tragiques. C'était à Sarcus, au mois d'avril 1918, lorsque les Allemands étaient à 2 kilomètres d'Amiens. Je l'ai vu prendre sa moustache dans la bouche, n'est-ce pas, et rogner sa moustache. Ça, c'était un indice chez lui qui prouvait qu'il était tendu à l'extrême. Et est-ce qu'il mordillait sa moustache en 1918, en novembre? Non, pas du tout. La compagnie des wagons-lits avait mis à la disposition du maréchal un train spécialement aménagé. Ce train et celui des plénipotentiaires allemands sont arrivés en forêt de Compiègne dans la nuit du 7 au 8 novembre sur des voies réservées à l'artillerie lourde. La clairière n'avait pas du tout l'aspect qu'on lui connaît actuellement. Il n'était pas question de marcher sur la terre, tellement c'était de la bouillabaisse. C'était un temps comme aujourd'hui, un temps très maussade, un temps très pluvieux. Il a plu sans cesse pendant ces 3 jours. Il a plu sans cesse pendant les 4 jours que nous avons vécu ici dans la forêt. C'était vraiment désagréable au possible. Le train du maréchal se composait de 3 wagons. Au milieu se trouvait le wagon bureau où fut signé l'armistice. Le secrétariat était installé à l'emplacement de la cuisine. Le soir du 10 novembre, le maréchal Foch y est entré. Vers 10 heures du soir, il retournait, il avait travaillé, et il retournait à son wagon-salon jusqu'à l'heure convenue de 2 heures du matin. En passant, il a ouvert complètement la porte et il nous a dit: mes petits amis, vous êtes certainement très fatigués. Voilà 3 nuits, 3 jours que vous travaillez sans désemparer. Mais je vais vous certifier que c'est la dernière nuit. Et je ne veux pas que le sang d'un soldat soit versé inutilement après l'heure. C'est Henri Delédic qui a tapé à la machine le texte de l'armistice. La dernière séance de pourparlers s'ouvrit le 11 novembre à 2h15 du matin. Il fallut encore 3 heures de discussion. À 5h10, l'armistice fut signé. Quelles étaient les réactions des signataires? Les signataires, ma foi, étaient surtout de le côté français et anglais. Les gens étaient tout à fait posés, n'est-ce pas, et dignes de l'instant qu'ils vivaient. Et du côté allemand? Du côté allemand, ma foi, c'était des gens qui étaient attristés, surtout le général Winterfeld, qui, ma foi, avait la tête penchée, et on voyait qu'il souffrait. Et le capitaine Vanslow, n'est-ce pas, qui était à côté, lui, il avait les larmes qui lui coulaient sur les joues. Le cessez-le-feu fut sonné à 11h sur tous les fronts. Mais dès le début de la matinée, la nouvelle de l'armistice s'était répandue dans Paris. Et c'est avec une joie indescriptible que la population vit la fin du conflit le plus terrible que l'on ait jamais connu. Je précise bien que c'est une reconstitution du célèbre wagon de l'armistice qui se trouve à Rotonde. L'original a été détruit à Berlin en 1944 au cours d'un bombardement. On peut raisonnablement l'espérer, l'armistice de la guerre d'Indochine devrait intervenir sous peu. Il semble en effet que le dernier réfractaire, le président sud-vietnamien Thieu, soit en train de céder à la pression des Américains. En tout cas pour la 2e fois en 24 heures, et c'est tout de même un signe. Il a eu aujourd'hui à Saïgon un tête-à-tête avec le général Haig, l'envoyé spécial du président Nixon. Le général Suharto, le président de la République d'Indonésie, arrive à Paris lundi pour une visite officielle de 3 jours. Si vous ne le saviez pas, apprenez que l'Indonésie, avec ses multiples îles et archipels, est un des pays les plus peuplés au monde, plus de 120 millions d'habitants.
C'est aussi un pays dont l'économie est en expansion, comme vous l'explique notre envoyé spécial Jean Lanzy. L'Indonésie est aujourd'hui considérée par les industriels comme un pays sûr pour les investissements. Jakarta, la capitale, est effectivement une ville où, à côté de la tradition, la grande entreprise internationale s'installe et se développe. Il y a deux raisons à cela. D'une part, la monnaie, qui a connu il y a peu une dépréciation considérable, est désormais stable. Le taux d'inflation, de plus de 600% en 1967, est descendu aujourd'hui à 2,5%. Les crédits accordés par le monde entier y ont aidé. Deuxième raison, la stabilité politique. Après l'époque Sukarno et la tentative de putsch communiste de 1965, l'armée a pris le dessus. Une armée plus discrète qu'il ne paraît aujourd'hui sur ces images de parade, l'armée sur laquelle s'appuie aujourd'hui un pouvoir fort. La devise du pays, unité dans la diversité. Une diversité que reflètent des artistes amateurs, les cyclotaxis de Jakarta. Chacun d'eux, venu d'une île ou d'un coin d'île différent, a peint sur son véhicule le paysage verdoyant, la région volcanique, la forêt d'où il vient. Quatre fois grande comme la France, l'Indonésie est naturellement riche. Mais les difficultés de circulation et d'exploitation y sont très grandes. Des entreprises françaises sont essentiellement représentées dans deux grands secteurs de l'économie, l'exploitation du bois à Bornéo et à Sumatra, et, ce qui est un nouvel atout pour le pays, le pétrole. Le pétrole géré par une société d'État, mais la recherche étant assurée par contrat de service passé avec les compagnies étrangères. Il faut remonter des fleuves tentaculaires, il faut porter par hélicoptère des installations entières pour parvenir au point de forage en pleine jungle, comme ici par exemple un site de la Française des Pétroles. Les ressources traditionnelles, pour mémoire, l'artisanat, tel le travail du batik, dessin sur tissu et imprégnation par de la cire, qui rend la teinture du tissu indélébile. Plus important, les produits de la terre, les épices et ici le thé, un thé à longue feuille que l'on cueille comme en Chine et en tout cas toujours dans la bonne humeur. Le riz aussi, bien sûr, le riz avant tout, base de la nourriture, mais une base insuffisante en dépit de 2 récoltes annuelles. On doit importer du riz pour nourrir une population de 120 millions d'habitants et même plus, alors que l'essentiel des revenus du pays était l'exportation agricole avant l'apparition du pétrole. À l'occasion de la venue en France du général Suharto, et nous venons là à l'aspect politique de ce voyage, la CGT dénonce, je cite, la répression qui fait des centaines de milliers de victimes en Indonésie depuis 1965. Au cours d'une de nos prochaines éditions, Jean Lanzy vous parlera de la situation politique dans ce pays, ainsi que de la personnalité du général Suharto. Depuis ce matin, les grévistes de la faim de la cathédrale de Bayonne ne sont plus seuls à manifester en faveur des réfugiés basques venus d'Espagne. Une dizaine de jeunes gens ont en effet commencé à leur tour une grève de la faim à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et je viens d'apprendre que ces militants devraient, de gré ou de force, quitter ce soir Notre-Dame de Paris. L'actualité sociale en France, en quelques brèves nouvelles. Au 3e jour de la grève du zèle des douaniers, la situation aux frontières ne s'améliore pas. Automobilistes, méfiez-vous, le zèle des douaniers s'exerce par période. Ainsi, ce matin, à Bézieux, à la frontière franco-belge, il y avait 1 kilomètre de bouchon, mais la circulation a été complètement rétablie à midi. Les mineurs des potasses d'Alsace sont entrés aujourd'hui dans leur 4e semaine de grève. Pour faire sortir les négociations de l'impasse, les grévistes envisagent de revenir manifester prochainement à Paris. Les lecteurs de Paris-Normandie sont privés de leur journal ce week-end. Les journalistes réclament une revalorisation de leur salaire. La France s'apprête à demander l'extradition du gangster Christian David, alias le Beau Serge, qui a été arrêté récemment au Brésil. Christian David pourrait donc être jugé à Paris pour le meurtre du commissaire de police Galibert il y a 6 ans, à 2 pas des Champs-Élysées.
Les éleveurs de moutons du Nord et de Seine-et-Marne peuvent enfin dormir tranquilles. Le loup qui décimait les troupeaux depuis Pâques a été abattu. C'était un mâle de 40 kilos que les habitants de Cramail, près de Soissons, ne sont pas peu fiers d'avoir mis hors d'état de nuire. Ils sont peut-être en tout cas les derniers chasseurs de loups en France. Le loup est sorti et rentré dans un autre champ de maïs à 200-300 mètres plus loin. On a repris le champ de maïs, en plaçant des fusils bien entendu tout autour. Et c'est là que le loup est parti au fils à monsieur Abel Méreuse, qui me l'envoie, qui me passe à 20 mètres dans le maïs, que je le tire au jugé du premier coup. Donc je dois le tirer de ce côté-là, voyez-vous. Donc il prend des plombs là. Et je le lâchais 40 mètres plus loin, qui se débattait. Alors qu'est-ce que vous avez fait après? Bah, c'est-à-dire j'ai crié loup à la lie, tout heureux quoi. Et puis tout le monde est arrivé, on l'a sorti du carré de maïs. Et puis là on a fait prévenir la gendarmerie, le vétérinaire, tout le monde est descendu. Alors il n'y a pas de problème, c'est bien un loup qu'on a là devant nous. Ah oui, regardez bien. Mais voyez-vous les oreilles, hein, et puis alors la denture, mais ça a été cassé quand même. Et le cou c'est pas le cou d'un chien du tout, c'est un loup. Puis les oreilles, la tête, voyez-vous, même les yeux. Les pattes aussi ont l'air assez et considérables. Les pattes, c'est d'ailleurs, vous pouvez regarder. Donc rien de commun avec un chien. Oh, rien, non. Ah, bon, alors d'après tout le vétérinaire, c'est un loup. Et la queue, pareil. Vous avez dû faire un triomphe en arrivant dans le village. Ah bah oui, il y avait du monde sur la place. Hein, c'était pire qu'une noce. Un drame de la mer s'est produit cet après-midi dans le bassin d'Arcachon. Un grand bateau de plaisance a coulé, mais on n'a que peu de détails. On sait qu'il y avait plusieurs personnes à son bord. On sait aussi qu'il y a un rescapé dont l'état serait jugé pratiquement désespéré. Nous aurons certainement des précisions sur ce drame dans le bassin d'Arcachon. 2 tiercés pour un week-end. Le premier s'est couru cet après-midi à Saint-Cloud. Résultat, il fallait jouer dans l'ordre la combinaison 1-7-9. Et les rapports, je vous les donne. 1733 francs 50 pour un franc, dans l'ordre, et dans le désordre, 346 francs 70. Ce 11 novembre, pour les sportifs, c'était un peu la fête du ballon ovale. Alors commençons, Richard Diot, par la finale de la Coupe du Monde de jeu à 13 qui a été âprement disputée jusqu'au bout. Effectivement, âprement disputé, comme vous dites, car il y a eu quelques coups défendus, mais en fait, rien de grave. Une finale, comme vous le savez, que ne disputait pas la France, car la France, après avoir battu la Nouvelle-Zélande, a été battue par la Grande-Bretagne et par l'Australie. 2 équipes que nous allons retrouver maintenant sur la pelouse du stade Gerland à Lyon, cet après-midi donc. Les Britanniques jouent en blanc, les Australiens sont en sombre. Début de partie équilibré, mais ce sont les Britanniques qui tirent les premiers par l'intermédiaire de Jeans, qui de 30 mètres réussit un coup de pied de pénalité, 2-0 pour la Grande-Bretagne. 10 minutes plus tard, O'Neill s'échappe. Regardez l'action au ralenti. O'Neill part sur la gauche, évite plusieurs défenseurs britanniques et il va marquer un essai en coin en dépit de l'ultime assaut de Nash qui arrive un tout petit peu trop tard. Le 8, c'est Nell et le 7, c'est Nash. C'est Bradingham qui sera chargé de la transformation. Il a réussi, 5-2 pour l'Australie. Puis les Britanniques vont être ensuite les auteurs de 2 actions stupéfiantes. C'est d'abord Sullivan qui part de sa zone des 22 mètres. Il échappe à Grant et à tous les Australiens. Il part le long de la touche, une course de 90 mètres que ne peut arrêter O'Neill qui poursuit Sullivan sans succès. C'est l'exploit de la journée. Mais regardez la transformation que tente Jeans. La balle va s'élever et retomber juste sur le sommet du poteau gauche. Décidément pas de chance les Britanniques car c'est vraiment un fait rarissime en rugby. 5-5, ce sera le score à la mi-temps. Dès le début de la seconde période, après un travail préparatoire du fameux Fulton, c'est Ward qui surprend tout le monde. Il transmet la balle à Beatson, qui va aller marquer entre les poteaux en dépit de la charge de Stephenson, qui manque de peu de lui faire lâcher le ballon. Voici l'action. L'essai sera transformé 10-5 pour l'Australie. Enfin, à la 74e minute, Sullivan, encore lui, fait un slalom au milieu des Australiens. Il sert Lockwood, le 12. Lockwood transmet ensuite la balle à Stephenson, numéro 9, qui inscrit un essai pour les Britanniques. Et c'est Jeans qui réussira la transformation 10-10, ce sera le score final.
Les prolongations ne donneront rien, mais au goal average, c'est la Grande-Bretagne qui remporte la 6e Coupe du Monde. Le goal average, Jean-Pierre Berthet, cela veut dire le rapport des buts marqués et des buts encaissés. Merci pour cette précision. Maintenant, le rugby, le vrai, celui qui se joue à 15. On préparait le tournoi des 5 nations cet après-midi à Toulouse. Et le moins qu'on puisse dire est que la tâche des sélectionneurs ne s'annonce pas facile. Effectivement, les sélectionneurs auraient pu très bien vous donner de la tête ce soir à la suite des résultats contradictoires de la journée. Les voici d'ailleurs. La France B a battu l'Écosse B 17-15, là rien de trop surprenant. L'Auvergne a battu Cardiff 36-0, c'est déjà plus éloquent. Mais surprise, la déroute de l'équipe de France A face à la sélection du Sud-Ouest. Christian Rive de Toulouse nous en dit un petit peu plus. Intéressant et finalement fort instructif pour les sélectionneurs, ce match de sélection qui au stadium municipal de Toulouse a permis à l'équipe du Sud-Ouest en culotte noire de manger littéralement l'équipe de France A. Beaucoup de détermination chez les gens du Sud-Ouest à l'image de Bénécis qui vient de relancer ici cette action, de Scrella qui dégage le ballon pour le passer à Fouroux, son demi-mêlée et capitaine, et c'est le premier essai marqué par Jean-Pierre Lux au bout d'une demi-heure de jeu. Certes, dans cette équipe du Sud-Ouest, il y avait beaucoup de preneurs de balles et França a été sevré de ballon. Il y avait aussi un grand Elis Esther, le voici ici, qui ouvre sur ses lignes arrière avec l'intervention également de Billière. Et c'est le deuxième essai de Jean-Pierre Lux, peu avant le repos. À la mi-temps, l'équipe du Sud-Ouest mène déjà par 10-0. Excellente condition donc du Sud-Ouest qui en début de deuxième mi-temps marque un nouvel essai par Vacher, le 3 carrel de Marmande, bien lancé par son compère de l'ouverture Moretti. Et largement approvisionné en ballon, les équipiers du Sud-Ouest vont poursuivre leur récital alors que l'équipe de France A est quelque peu désorientée et désorganisée. Voici à nouveau une intervention de Bertrand qui va signer entre les poteaux un fort bel essai. Il ne faut certes pas en conclure que tous les gens du Sud-Ouest seront dans l'équipe de France contre la Roumanie à la fin du mois à Constanza, mais il est bien certain que certains éléments pourront y figurer très dignement. La dernière percée, celle de Dourte, le 3/4 centre d'Aqua, qui donne à Jean-Pierre Lux l'occasion de signer son 3e essai et au Sud-Ouest de l'emporter par 29-0. Jean-Claude Boutier, que vous voyez en photo derrière moi, saura ce soir si le boxeur argentin Monzon est toujours le meilleur dans la catégorie des poids moyens. Monzon met son titre en jeu à Buenos Aires, Richard Dio. Oui, pour la 6e fois. Son titre en jeu donc à Buenos Aires est donc favori. Les juges seront également argentins, là ce n'est pas très normal, mais c'est un avantage de plus pour Monzon qui en fait n'en avait pas besoin. Voilà, je crois que Monzon chez lui sera quand même favori face à Briscoe, l'Américain de Philadelphie. Et le résultat de ce combat, naturellement, demain à 13h. Henry Fonda, l'acteur considéré comme le meilleur actuellement aux États-Unis, vient de passer quelques jours sur les bords de l'Oise. Mais il ne faisait pas du tourisme. Henry Fonda est l'une des vedettes d'un film d'espionnage signé Henri Verneuil. Christian Colombani est allé assister au tournage de la dernière séquence de ce film. La télévision, moteur! L'Oise transformée en fleuve allemand pour les besoins du nouveau film d'Henri Verneuil, une histoire d'espionnage au titre évocateur, Le Serpent. L'explication du titre, c'est une explication un peu biblique, puisque le premier agent secret fut celui qui, déguisé en serpent, persuada notre mère Ève que la pomme était délicieuse, mais ça c'est une boutade. Est-ce que c'est très très proche de la réalité ou... Tous les événements et tous les personnages qui sont dans ce film ont existé et les événements se sont passés. Alors bien sûr, dramaturgiquement, nous les avons arrangés puisque nous avons changé les noms, mais tout ce qui se passe dans le film, c'est la réalité. Oui, alors, 1, 2, 3 miradors, les points lumineux, panoramique. La scène que nous tournons ici, c'est la fin du film, et c'est la reconstitution exacte de l'échange de l'espion Abel contre Powers, le pilote de l'U-2 qui était tombé en URSS. C'est exactement l'échange sur le Glennike-Brücke, c'est-à-dire ce pont où, à l'aube, d'un côté les Américains ont amené Abel, de l'autre les Russes ont amené Powers, et cette marche des deux, l'un vers l'autre, puis ils se dépassent sans se regarder, et chacun rejoint son camp. Bien, le travail est préparé de la façon suivante. D'abord, nous venons avec toute l'équipe repérer le pont, bien entendu. Avec les architectes décorateurs, ce pont doit être transformé en pont allemand. Tous les angles sont repérés au viseur. Ensuite, un dessin pour chaque plan.
et chaque plan portant un numéro précis. Au moment du tournage, ça devient beaucoup plus facile et vous pouvez vous occuper de vos acteurs, du jeu, des problèmes qui se posent sur le moment. C'est la première fois que vous tournez avec un metteur en scène français. Oui, en effet, c'est la première fois. Et je me réjouis de le faire parce que j'ai toujours voulu faire un film en France, qui est en somme mon pays d'adoption, et que ça ne m'est jamais arrivé avant. Is that after the last dialogue? No. Before. Before any of it? Before, why did you resign? Before, why did you resign? The end of this, when he comes here, he's out of... Enlevé, bon, la barrière se monte, il s'en va. Est-ce qu'on travaille différemment avec des acteurs américains comme Henry Fonda et Oppenheimer? On ne travaille pas différemment, ils ont une discipline qui est différente. Fonda, par exemple, vous le convoquez à 13h, à midi il est sur le plateau, il ne bouge pas, il suit tout ce que vous faites, il ne veut presque pas de double, il fait les répétitions lui-même, il est d'une gentillesse, d'une compréhension, d'une précision absolument extraordinaire, c'est une joie. Serpent 125Y, deuxième. Action! Why did you resign? Retour à l'actualité qui a bougé pendant ce journal avec quelques nouvelles de dernière minute. Je vous parlais d'un naufrage d'un grand bateau de plaisance dans le bassin d'Arcachon. J'ai appris qu'il y avait finalement 3 hommes disparus, 3 hommes portés disparus et un rescapé. Les manifestants basques de l'église de Notre-Dame, une dizaine de jeunes gens, ont été expulsés par la police. Enfin, pas de nouvelles en ce qui concerne l'ultimatum posé par les pirates de l'air qui se sont emparés d'un DC-9 au-dessus dans le ciel, dans l'espace aérien des États-Unis. Je vous rappelle qu'ils ont menacé de faire plonger l'avion sur une centrale atomique. Pour l'instant, donc, aucune nouvelle. Nous ne savons pas où en est ce détournement d'avion. Enfin, la française face à la pilule en 1973. C'était le thème de la journée médicale présidée par le prix Nobel André Lvoff. Ce sera également le dossier qui vous sera présenté ce soir à 24h dernière, vers 23h30. En attendant, mesdames et messieurs, passez une excellente soirée.